Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va terminer la série de formations sur l'intelligence artificielle. Donc, nous avons vu, donc, l'algorithme KNN, K plus proche voisin, pour la classification et pour la régression. Et puis, nous avons vu la régression linéaire. Donc, aujourd'hui, on va voir donc l'apprentissage profond, c'est le deep learning. Donc, en fait, l'apprentissage avec des réseaux de neurones. Donc voilà, réseau de neurones. Mais avant de passer à l'aspect mathématique et développement des équations et programmation, j'aime bien parler un peu d'historique du deep learning. Donc avant tout, j'aime bien en fait aussi mettre l'accent sur les quelques définitions pour éviter la confusion en fait. Le deep learning, c'est ici bien. Deep learning, learning. Ce que nous avons vu les séances passées, c'était des algorithmes de machine learning. Donc, machine learning, c'était en fait, c'est de l'apprentissage toujours supervisé, ce que nous avons vu. On dispose en fait en quelque sorte du dataset. Vous vous rappelez bien, toujours je répète la même chose, hein. Dataset XY. Donc, je dois donc développer un modèle. Donc, voilà, je vous rappelle que ici, pour le dataset X, ça appartient à Rm fois donc N, Y appartient à Rm fois 1. Donc, là, le modèle, pour la régression linéaire, par exemple, c'est Ax plus B. Et puis, je dois définir une fonction coût, cost function, fonction coût. Et oui, donc, on met en place l'algorithme d'apprentissage ou l'algorithme de minimisation d'apprentissage. Donc ça, c'était pour machine learning. Bien sûr, donc ici, c'est l'intelligence artificielle qui regroupe machine learning et deep learning. Pour le deep learning, donc c'est plutôt ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Le deep learning, c'est l'apprentissage profond. C'est l'apprentissage donc on appelle profond. Donc, on se base principalement sur des réseaux de neurones. Donc, on se base sur des réseaux de neurones. Donc, des réseaux de neurones, vous allez voir en fait que j'ai, par exemple, les features ici, X1, X2, et j'ai donc en fait plusieurs couches comme ça. Donc, on va détailler tout ça. Et voilà, une prédiction, c'est ici. Donc, le X1, faut tout connecter comme ça. Je vais récupérer ça. C'est ce qu'on appelle réseau de neurones. Voilà. Donc là, donc en fait, j'ai créé plusieurs couches. Là, c'est une couche, deuxième couche, troisième couche. Je vais parler de ça avec détail. Ça, c'est la couche d'entrée. Et ça, c'est la couche de sortie. Voilà. Ça, c'est juste pour mettre les choses correctement. Donc, j'aime bien en fait pour parler, je vais parler, pour commencer, je vais parler de neurones biologiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'en fait, le neurone artificiel s'est inspiré à partir du neurone biologique. Cela, je vais présenter. Regardons ensemble cette vidéo.
Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées, les neurones. On en compte près de 100 milliards dans le cerveau humain. La fonction principale des neurones est de transmettre un message nerveux. Chaque neurone possède un corps cellulaire enfermant un noyau comme la plupart des cellules de notre organisme, de nombreux prolongements cytoplasmiques récepteurs, les dendrites, véritables antennes, et un prolongement particulier appelé axone ou fibre nerveuse. C'est au niveau de cette fibre que le message nerveux va se propager. Un nerf comprend les axones de nombreux neurones. Le message nerveux est l'ensemble des informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses. Ce message est de nature électrique le long d'un neurone. Il se propage toujours dans le même sens, des dendrites vers la terminaison nerveuse en passant par le corps cellulaire et l'axone. Voyons de plus près à quoi ressemble ce message nerveux. Le long de la fibre nerveuse tout d'abord. Puisqu'il s'agit d'un signal électrique, on peut l'enregistrer grâce à un voltmètre. Lorsqu'on place 2 microélectrodes de part et d'autre de la membrane plasmique, on enregistre une différence de potentiel égale à moins 70 millivolts quand la fibre est au repos. La face interne de la membrane est donc électronégative par rapport à la face externe. Si on applique une stimulation d'intensité suffisante, la différence de potentiel monte brièvement à 100 millivolts avant de revenir au potentiel de repos. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action qui constitue l'unité élémentaire du message nerveux. Cette variation de potentiel membranaire dure environ 1 milliseconde. En dessous d'un certain seuil de stimulation, il n'y a pas de message, pas de potentiel d'action créé. Au-delà d'un certain seuil, il y a création de potentiel d'action, tous toujours de même durée et de même amplitude. Le potentiel d'action, une fois créé, se déplace le long de l'axone vers la terminaison nerveuse. Plus l'intensité de la stimulation augmente, plus le nombre et la fréquence de ces potentiels d'action augmentent. Revenons au parcours du message nerveux. Lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace appelé fente synaptique qui l'empêche de se propager à un autre neurone. L'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité de l'axone du neurone 1 dit présynaptique entraîne la migration et la fusion de vésicules avec la membrane plasmique du neurone 2, ou neurone postsynaptique. Cette fusion libère les molécules enserrées dans les vésicules, appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs viennent se fixer aux récepteurs membranaires situés à la surface du neurone postsynaptique. Cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone postsynaptique et éventuellement, si cette réponse est d'amplitude suffisante, la création de potentiels d'action. Les neurotransmetteurs permettent donc la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre. Ces molécules actives sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre sur lequel elles agissent. Ainsi, le message nerveux est de nature électrique le long de l'axone et chimique au niveau de la synapse. Une synapse peut être excitatrice si elle entraîne l'activation du neurone ou inhibitrice si au contraire elle la diminue. Un neurone étant relié à des milliers d'autres neurones, il réalise à tout instant une synthèse des informations reçues. On dit que le neurone intègre l'ensemble des messages électriques reçus par l'intermédiaire de ces dendrites. Ce processus d'intégration se réalise au niveau du corps cellulaire. Le neurone a donc pour fonction de traiter et propager les messages nerveux. Si la stimulation globale perçue est excitatrice, il génère un train de potentiel d'action ou message nerveux. Sinon, il restera silencieux et le flot d'informations s'arrêtera là. Le nouveau message transmis traduit l'intensité de la stimulation perçue grâce à la fréquence des potentiels d'action émis. Le message nerveux qui se propage dans un incroyable réseau de fibres et de connexions résulte donc d'activités électrochimiques. Il constitue un moyen de communication à l'intérieur de notre organisme.
Un signal simple, le potentiel d'action, permet de véhiculer des informations très diverses. Sensations, pensées, commandes de mouvement, régulation. De la même manière qu'une impulsion électrique, un bit, est le support de programmes informatiques très variés. Et voilà. Donc, en fait, il y a les dendrites ici, si vous voyez. Il y a les synapses, connexions, qui permettent de faire des connexions. Ça, c'est l'axone qui permet de transmettre le signal. Et ça, c'est le noyau, c'est donc le corps cellulaire, si vous voulez. Et ça, c'est la direction du signal. Donc, en fait. Voilà, donc, si je résume ça ici, donc, basiquement, donc, j'ai, disons, donc ici, ce qu'on appelle les dendrites. Ça, c'est les dendrites. Les dendrites. Et ça, c'est les terminaisons. Et ça, donc, en fait, c'est l'axone. L'axone. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le synapse. Ce sont, donc, si vous voulez, les portes d'entrée. Des signaux. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je prends celui-là, synapse, cette porte, là, donc, en fait, on peut faire circuler, par exemple, des signaux, donc, positifs, donc, ce qu'on appelle, donc, signal excitateur, et, en même temps, on peut avoir des signaux inhibiteurs. Donc, ce qui seront transmis ici, donc, en fait, je peux, en fait, schématiquement symboliser ça comme ça, par exemple. En fait, j'ai par exemple ces signaux donc excitateurs et j'ai en tout donc en fait par exemple deux signaux donc de inhibiteurs. Là donc en fait à partir d'un seuil donné il y aura donc en fait une activation. Donc si par exemple à partir d'un seuil donc donné on dit qu'il y a activation à partir donc d'un seuil. Et s'il y a activation donc il y aura ici donc un signal qui va circuler le long de l'axe et qui va passer vers les terminaisons. Voilà. C'est ça l'idée, donc en fait, de base, donc en fait, pour un, donc en fait, neurone biologique. Donc, en quelque sorte, les neurones biologiques sont des cellules excitables, connectées les unes aux autres, donc ayant pour rôle de transmettre des informations. Donc, c'est la transmission des informations dans notre système nerveux. Voilà, donc en fait, globalement, donc ça c'est le corps cellulaire, si vous voulez, ça c'est le corps cellulaire. Donc en fait, ça juste, j'ai voulu donner une idée un peu globale. Donc là, le signal, une fois activé, donc ici, c'est donc vers, va être envoyé vers donc un deuxième neurone.
Voilà. C'est un peu globalement ça. Donc, les neurones sont des cellules excitables connectées les unes aux autres. Donc, ayant pour rôle de transmettre des informations dans notre système nerveux. Voilà. Alors, je ne peux pas passer sans parler de la théorie de Hebb. Théorie de Hebb, c'est la théorie avec laquelle elle a commencé en fait à développer, si vous voulez, les réseaux de neurones. On dit c'est le père donc en fait de neuropsychologie. Alors la théorie de Hebb dit quoi? Donc en fait, lorsque deux neurones biologiques donc sont excités conjointement, alors ils renforcent leur lien synaptique. Ah, si par exemple ce neurone donc biologique et celles-là sont excités conjointement, alors ils renforcent, comme vous voyez ici le zoom, ils renforcent le lien synaptique. Vous voyez donc en fait le lien entre les deux neurones, quoi. Donc la terminaison, il est dendrite, les terminaisons donc de terminaison de neurones I et donc les dendrites ici et les synapses, donc en fait de neurones I plus 1. Voilà. Donc il y a donc en fait quelque sorte de renforcement. Le renforcement se fait grâce à la plasticité synaptique. Donc voilà, juste une idée globale. C'est ce qui se passe exactement. Donc la théorie de Hebb dit que lorsque deux neurones biologiques sont excités conjointement, alors il y a renforcement, le renforcement de leur lien synaptique. Voilà. Ce renforcement, donc, biologiquement se fait grâce à la plasticité synaptique. Donc ça, c'est un peu donc concernant donc le neurone biologique, mais on va quand même basculer vers le neurone artificiel, qui est inspiré un peu donc voilà, inspiré un peu de le neurone biologique. Donc le neurone artificiel a commencé à partir de 1943. Donc j'ai voulu en fait présenter un peu de l'historique des réseaux de neurones pour comprendre en fait les défis et les améliorations jusqu'à ce qu'on est arrivé au deep learning moderne. Donc, c'est grâce à ces deux, donc en fait mathématiciens, Warren McCulloch et Walter Pitts, qui ont initié, en fait, sont les premiers qui ont mis en place les premiers neurones artificiels. En fait, ce sont des mathématiciens et ont modélisé donc les portes logiques binaires. Alors, McCulloch, voilà, j'ai l'article de McCulloch, voilà, c'est celui-là. Logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Donc, vous voyez McCulloch et Walter Pitts. Donc, cet article date depuis 1943. Celui-là, donc ces deux, donc en fait, sont deux mathématiciens. C'est eux qui ont mis en place les premiers neurones. Je vais vous montrer les premiers neurones sont représentés comment, en fait. Il a représenté quand même quelques neurones ici pour modéliser, voilà, pour modéliser un peu des portes logiques. D'accord? C'est un peu ça ce qu'il a fait. Donc, qu'ils ont fait. Donc, en fait, voilà. Juste pour vous donner un peu une idée. Donc, le premier neurone artificiel, c'était représenté en quelque sorte comme ça. C'est bon. Donc, le premier neurone représenté par ces deux, donc c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est les entrées. Et ça, c'est la sortie. Y. Ça, c'est l'entrée X1. Ça, c'est
x2, deux entrées par exemple ici. Nous avons ici la fonction f, c'est la fonction d'agrégation, et ça c'est la fonction d'activation. Donc en fait, il y a des poids ici, donc en fait les activités synaptiques, on va les modéliser ici par oméga 1 et oméga 2. Donc ici, x1, x2, ce sont les entrées, et oméga i, donc en fait oméga 1, c'est oméga 2, ce sont donc en fait les activités, ou les poids, on dit ça, activités synaptiques. Synaptiques. Alors, là, il y a deux étapes. Donc, il y a deux étapes. La première étape, c'est la phase d'agrégation, ce qu'on appelle l'étape d'agrégation. L'agrégation. En fait, lorsque le signal arrive ici, donc le signal de x1 va arriver ici, le x2 va arriver ici, on va faire donc ce qu'on appelle l'agrégation de ces signaux. D'accord? Comment je fais? Donc en fait, l'agrégation, c'est très simple. Donc f, c'est égal oméga 1 x1 plus oméga 2 x2. Donc chaque signal est multiplié par ce poids, donc en fait synaptique. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'agrégation. Deuxième étape, pour ce modèle de neurones, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'activation. L'activation. L'activation à partir d'un seuil donné. L'activation, par exemple, on dit, il y a plusieurs fonctions d'activation, en particulier la fonction Heaviside. La fonction Heaviside. Vous connaissez la fonction Heaviside. Donc la fonction Heaviside, c'est en fait, c'est ça. Donc c'est ça. Fonction Heaviside, vous connaissez ça en automatique. Hein. Donc ça va être donc F, et ça c'est A, l'activation. Et donc voilà, voilà, c'est ça la fonction Heaviside. Ça c'est A. Donc en fait, là, l'activation, comment ça se fait? Vous voyez ici la sortie? Donc Y égale 1 si F est supérieur ou égal à 0. F c'est quoi? C'est la fonction d'agrégation. Donc on fait la sommation, on regarde est-ce que si F est supérieur ou égal à 0, si c'est bon, donc Y égale à 1. Sinon, Y égale à 0. C'était ça pour lui, donc en fait, le modèle proposé. Donc en fait, il a pensé à deux choses. Il a pensé à la fonction d'activation et il a pensé à l'agrégation. Ces deux sont inspirés du neurone, donc en fait, biologique. Si vous revenez ici, dans ce que j'ai dit ici, donc en fait, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'activation. Ça c'est l'activation. D'accord? Donc ça c'est l'activation. Et bien sûr, avec l'agrégation. Il y a, on fait la somme, tout ça, donc on fait, voilà. Et voilà. Donc, c'est ça le modèle de base pour le neurone, le neurone artificiel. Bien, donc, en fait, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc, en fait, à partir de ce modèle,
donc qui est basique. A priori, vous avez compris un peu ça. Donc, il y a deux étapes, la fonction d'agrégation et la fonction d'activation. Maintenant, quand même, il y a des critiques, disons, de ce modèle. Enfin, ça, c'est le premier modèle. OK? Et puis, les entrées sont des entrées logiques, c'est basé, en fait, sur des applications de logique. Donc, en fait, il manque par ailleurs un algorithme d'apprentissage. Et ça, c'est la question la plus importante. Alors, où est l'algorithme d'apprentissage qui permet de déterminer ces coefficients? Donc, en fait, ce qu'on a appelé, donc, en fait, les poids synaptiques, ou bien les activités synaptiques, ces coefficients synaptiques. C'est quoi, a priori, ici? Il n'y a pas vraiment un algorithme d'apprentissage. Donc, ici, on peut dire, voilà, donc, en fait, ça, c'est bien comme modèle, mais attention, il manque, il manque un algorithme d'apprentissage. Pourquoi cet algorithme? Parce que celui-là, il permet afin de déterminer, donc, les poids synaptiques en milliards. Voilà. Donc, quelques représentations, donc, d'un neurone, donc, en fait, qu'on va utiliser. Bon, j'aurais dû, en fait, faire cette représentation. Pardon. Donc, c'est ça. Donc, ça, je peux représenter le neurone comme ça. Ça, c'est les entrées. Ça, donc, en fait, je peux utiliser pour dire sommation. Et là, c'est la fonction d'activation. Et là, c'est x1, x2, et là, c'est y. D'accord? Et là, donc, en fait, je rajoute des poids synaptiques. Parmi deux. Ou bien aussi, on peut représenter ça comme ça, hein. Donc, en fait, F. Donc, voilà, il y a ça. Et voilà, donc en fait, Y, et ça c'est X1, X2, oméga 1, oméga 2. Bah, de toutes les façons, pour les deux modèles, disons, donc en fait, ça c'est sigma, bon, parfois on peut aussi mobiliser ça par, on peut dire Z. Donc voilà, juste pour vous donner, juste pour comprendre un peu ça. Donc par exemple, ou bien je dis F, et là, on peut parfois aussi l'appeler activation. Oui, donc en fait, là, on n'est pas vraiment à un symbole près. Donc en fait, deux neurones, voilà. Donc en fait, on dit, par exemple ici, dans les deux cas, que F égale toujours oméga 1, x1, plus oméga 2, x, x2. Voilà. Ça, c'est la fonction d'agrégation. Et si F supérieur ou égal à 0, alors Y égale à 1. Sinon, y égale à 0 parce que la fonction d'activation, car la fonction ici d'activation, c'est quoi? C'est utiliser et Heaviside. Heaviside. Et vous savez c'est quoi la fonction Heaviside? Heaviside, donc en fait, 1 égale à 1 si supérieur ou égal à 0, égale à 0 sinon. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on est arrivé, ça c'est bien. Donc, en fait, en résumé, donc, les mathématiciens, donc, McCulloch et donc Pitts, Walter Pitts, donc, ont mis en place le premier modèle de neurones. Mais il manque
Donc, un algorithme d'apprentissage, et là, c'est le plus important. Un algorithme d'apprentissage. Là, donc, en fait, ce que complique un peu la vie. Par exemple, il a dit, voilà, donc, le neurone, voilà, est basé, en fait, principalement sur deux choses. La fonction, donc, d'agrégation et la fonction d'activation. Et là, les entrées, donc, par exemple, ici, c'est X1, X2. Et là, il est affecté des poids synaptiques, oméga 1, oméga 2. Et là, c'est la sortie Y. Ça, c'est le premier modèle d'un neurone artificiel. Et donc, en fait, là, c'est quoi? C'est la fonction d'activation, fonction d'activation. Et ça, c'est quoi? C'est la fonction d'agrégation. Fonction d'agrégation, c'est la fonction, donc, en fait, somme. Alors là, en fait, on peut basiquement donc dire ici que la fonction d'agrégation, donc f égale oméga 1 x1 plus oméga 2 x2. Et là, donc en fait, la fonction d'activation, généralement, c'est la fonction Heaviside qui est utilisée pour les premiers modèles, fonction Heaviside. Mais nous allons voir d'autres fonctions, hein. Heaviside, donc c'est quoi la fonction Heaviside? Donc en fait, voilà, c'est égal à 1 si f supérieur à 0, et ça c'est la fonction d'activation. Sinon c'est égal à 0. Donc en fait c'est ça. La fonction d'agrégation c'est la somme. Je vais sommer tout ce qui rentre ici avec les poids synaptiques. Je vais calculer ça. Et puis, donc, en fait, qu'est-ce qu'avec cette fonction d'activation, Y, moi je veux prédire Y égale à, si cette fonction d'agrégation, pardon, est supérieure ou égale à 0, et Y égale 0, sinon. Donc, vous voyez, donc en fait, ça c'est la fonction d'activation. Donc, en fait, elle est égale à 1 ici. Si F supérieur ou égal à 0, ça c'est le seuil. Ça c'est le seuil d'activation. D'activation. D'accord? C'est le 0 aussi. D'accord? Donc, si f, qu'on calcule ici, ce qui est la fonction d'agrégation, supérieure à 0, alors il y a activation. Donc, dans ce cas, y égale à 1. Et a priori, là, vous comprenez qu'il y a quand même classification, là. Je peux classer deux classes, classe 1 et classe 0. Donc, la sortie en fonction de la fonction d'agrégation et la fonction d'activation, de la valeur de la fonction d'activation. Donc, en fait, Y, c'est égal à quoi? C'est l'activation, la fonction d'activation de F. Donc, en fait, Y dépend de la fonction d'agrégation. Donc, vous voyez, je pense que c'est bon, c'est un petit problème. Le problème ici, c'est quoi? Ça concerne l'algorithme d'apprentissage. Donc, c'est l'algorithme d'apprentissage qui manque. L'algorithme d'apprentissage. Donc, l'algorithme d'apprentissage qui manque ici. Donc, n'oubliez pas, ça c'était en 1943 avec, donc, comme je l'ai dit, donc, McCulloch, donc c'est important pour moi, et Walter Pitts. D'accord? Donc, ça c'est bien de modéliser, d'inspirer à partir du neurone biologique ce modèle, mais il manque quelque chose, il manque quelque chose. Le rôle de l'algorithme d'apprentissage, c'est quoi? C'est qu'il permet de déterminer, c'est pour déterminer les oméga I. Comment je vais déterminer les oméga I? En fait, je dois déterminer les oméga I, pourquoi? Pour que je puisse prédire une valeur Y conforme à la vérité terrain. Vérité terrain.
D'accord? En quelque sorte, ça commence à devenir plus clair, là. Je peux en fait passer encore. Euh, 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 expliquer davantage. En fait, ici, en fait, en résumé, là c'est bien. Donc, en fait, en résumé, c'est un problème d'apprentissage supervisé. J'ai un dataset, donc X, Y. X appartient à R, M fois N. Y appartient à R, M fois 1. Ça, c'est le label. Label. Donc, 0 ou 1. D'accord? Là, je vais prendre 0 ou 1. Et là, donc, en fait, deuxième chose, c'est le modèle. Le modèle proposé pour lui, il y a deux choses. L'agrégation, l'agrégation. Donc, en fait, F égale oméga 1 x1 plus oméga 2 x2 et l'activation. L'activation. Donc, Y égale l'activation de F est égale à si F supérieur ou égal à 0, égal à 0 sinon. Vous voyez le modèle, c'est ça, bon, oui. Mais là, maintenant, on est bloqué là. Il manque quelque chose. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est l'algorithme d'apprentissage. Où est l'algorithme d'apprentissage qui permet, qui permet de déterminer quoi? Les oméga i. Pourquoi? Afin d'avoir donc y prédiction égale y vérité terrain. Ça, c'est la vérité terrain, c'est les données. Vérité terrain, c'est les données. Est-ce que ça commence à devenir plus clair là? Mais là, donc, en fait, là, un grand point d'interrogation là, et comment je vais mettre en place un algorithme d'apprentissage. D'accord? Donc, c'est ça la question. Donc, ça, c'est le premier modèle, comme je l'ai dit. Mais heureusement, donc, en fait, avec l'arrivée de monsieur, donc, en fait, Frank Rosenblatt, c'est ce monsieur. Donc, en fait, c'est un psychologue. Il est, en 1957, il a mis en place le premier perceptron. On parle pas maintenant de neurones artificiels, mais on parle d'un perceptron. C'est quoi le perceptron? Le perceptron, c'est un neurone artificiel avec un algorithme d'apprentissage. D'accord? Il a mis en place un algorithme d'apprentissage. Alors, l'algorithme d'apprentissage, son rôle, c'est donc de déterminer donc les coefficients donc oméga i qui nous conviennent pour prédire la bonne valeur de sortie. C'est-à-dire oméga i tel que y prédiction égale y réel. Voilà. Cet algorithme permet de déterminer ça. Donc, Monsieur Frank Rosenblatt, il inspire de la théorie de Herd. Il inspire de la théorie de Herd afin de mettre en place le premier perceptron. En fait, entraîner un neurone artificiel sur des données de référence. Il va entraîner XY pour que celui-ci renforce ses paramètres oméga i. À chaque fois qu'une entrée X de I est activée en même temps que la sortie Y de I, présente dans ces données. Donc, il va se baser sur un dataset et il va essayer d'entraîner donc son modèle afin d'arriver finalement à dégager les bonnes valeurs de oméga. Donc, l'idée, en fait, de Frank Rosenblatt, c'est quoi? Donc, en fait, il a dit, voilà, donc, en fait,
je dispose de ce modèle, ok, donc en fait, ça c'est x1, ça c'est oméga 1, x2, oméga 2. Là, donc en fait, j'ai la fonction d'agrégation. Là, c'est la fonction d'activation qui est donc en fait la fonction de Visay. Et ça, c'est y. D'accord? Pour lui, voilà, donc en fait, la fonction d'activation, c'est là. Ça, c'est f. Ça, c'est donc y. D'accord? Et ça, c'est la fonction d'activation. Heaviside. Donc, bien sûr, ici, ça se voit que f, ici, c'est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est f inférieur à 0. Ça, c'est le seuil d'activation. D'accord? Donc, f égale 0, le seuil d'activation. Et là, c'est 1. Donc, ici, y égale à 1. Et ici, y égale 0. Donc, voilà, y égale 0 et y égale 1. Ça, c'est y égale 0. Et là, y égale 1. Voilà. Donc, il a rajouté l'algorithme d'apprentissage. L'algorithme d'apprentissage est le suivant. Il a dit, voilà, le oméga, vecteur oméga, il regroupe les oméga. C'est le vecteur qui va contenir en fait oméga 1, oméga 2. Il a dit, voilà, oméga égale oméga plus alpha y true moins y fois x. X, c'est le vecteur qui contient x1, x2. Donc, en fait, avec, donc, y true, donc c'est la sortie de référence. Y, donc, c'est la prédiction. Donc, en quelque sorte, c'est égal à l'activation de F. X, c'est l'entrée du neurone. Et alpha, c'est un K, ou bien donc coefficient, donc en fait, ou bien la vitesse d'apprentissage. Learning rate ou vitesse d'apprentissage. Vitesse d'apprentissage. Vitesse d'apprentissage. Donc, c'est ça. En fait, ici, il calcule Y, il va prédire Y, il va prédire Y, voilà. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prédire Y, il va calculer Y true moins Y. Si Y true moins Y n'est pas égal à 0, donc pour lui, il va donc en fait renforcer le oméga. Donc si Y true moins Y est positif, donc en fait je vais renforcer oméga. Ça se voit. Donc ça c'est oméga t plus 1, oméga t par exemple. Et là je fais le renforcement de oméga. Et si y true égale à y, là donc en fait ce terme est égal à 0. Et donc on trouve que oméga égale à oméga, donc c'est les bonnes valeurs de oméga qui permettent de prédire les bonnes valeurs. Voilà, c'est une idée donc en fait très sympa, utilisée par donc Rosenblatt. Voilà. Donc je vais vous expliquer quand même comment cet algorithme fonctionne. Comment cet algorithme fonctionne. Donc, en fait, j'ai à l'entrée, donc en fait ici x1, oméga 1, x2, oméga 2, et ici c'est y. Donc là, c'est la fonction d'activation, fonction d'Heaviside, et là, c'est la fonction d'agrégation. Donc, là, en même temps, l'algorithme d'apprentissage, c'est ça. On a dit que oméga égale oméga plus alpha y true moins y, d'accord, fois x, d'accord?
Partant de cette situation, par exemple, x1, c'est 1, x2, c'est 0, et essayons de voir comment ça fonctionne. Alors, la première chose, je vais calculer la fonction d'agrégation. F, c'est égal oméga 1, x1, plus oméga 2, x2. D'accord? Et puis, donc, si y, donc, égale 0, alors, partons de cette thèse, hein, alors que y true égale 1. Partons de cette thèse. Prenons ça comme étant thèse pour tester. Donc, en fait, notre algorithme d'apprentissage. Voilà. Donc, si donc y égale à 0 alors que y true égale à 1, donc je vais regarder le oméga. Le oméga qui est égal à oméga plus alpha facteur y true. Nous avons dit y true c'est égal à 1. 1 alors que y réel, en fait y prédite c'est 0, donc moins 0 fois x. Donc cela veut dire que c'est égal à oméga plus alpha fois x. Mais x ici, c'est 1, 0. Donc c'était ça. Donc en fait, voilà, donc en fait, cela veut dire que oméga 1 égale oméga 1 plus alpha fois 1. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le renforcement. Il y a eu renforcement. D'accord? Et oméga 2, c'est égal donc en fait oméga 2 plus alpha, donc en fait, comme je l'ai dit fois x, plus alpha fois 0. Donc c'est égal à oméga 2. Vous voyez, il y a eu ici un renforcement. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai fait ici un renforcement? Donc en fait, un renforcement, je vais maintenant, ce renforcement, je vais en fait prendre le nouveau vecteur oméga, je vais revenir ici, et donc f, qu'est-ce qui se passe? Donc f augmente, 2 augmente. Donc j'ai fait le renforcement également de la fonction d'agrégation. Espérons que f atteint donc en fait, en cas de besoin, hein, donc le seuil d'activation et la fonction d'activation donc applique donc ses propriétés enfin sur cette fonction d'agrégation. Est-ce que je pense que c'est un peu ça? Donc en fait, partons de l'état initial, ça c'est initial, on a commencé par là, j'ai pris une thèse, un cas de figure, là qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un renforcement et donc nécessairement je vais renforcer elle. En fait, c'est plus simple que ça. Je peux vous dire, voilà, donc en fait, là, je prends, donc, je vous explique un peu ça ici. Ça, c'est F, ça, c'est Y. Y, c'est la sortie. F, c'est l'agrégation. Et ça, c'est la fonction d'activation. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est la fonction d'activation. Ça commence, j'espère, à devenir plus clair. Partant de cet état initial, moi, je suis, n'oubliez pas que ça, c'est le seuil. Ça, c'est le seuil d'activation. D'accord? Moi, je suis ici. Admettons que F0, hein, j'ai trouvé cette valeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le premier renforcement, je me trouve ici. Donc ça, c'est le premier renforcement.
Ça, c'est le premier renforcement. Deuxième renforcement. Troisième renforcement. Deuxième. Troisième renforcement. Quatrième renforcement. Et hop, je me trouve à une valeur f, k par exemple, supérieure ou égale à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'activation. Et donc y égale 1 dans ce cas. Sinon, y égale à 0. Sinon, tout le temps ici, y égale à 0. Est-ce que c'est clair l'idée de ce monsieur? Alors, une fois l'activation, ah oui, جريك ترو دي ما ناخده فيها oui, donc en fait, Y true pour moi, donc en fait, je me base sur ça, oui. Je me base sur cet exemple. Mais en fait, j'ai Y true peut-être 0 ou bien 1, mais en fait, j'ai un dataset. Par exemple, le choix entre une plante toxique et une plante non toxique. 0 ou bien 1. Donc en fait, j'ai une colonne remplie que des 0 et des 1. N'oubliez pas que ça, c'est un problème donc de classification en quelque sorte. D'accord? اه Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer? Bien sûr, je traite le cas, ce cas, je parle toujours de cette thèse. Donc, en fait, je parle de ce point de départ. Parce qu'en fait, on peut traiter les autres cas. Mais là, juste pour comprendre comment ça fonctionne, hein. Là, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, y égale à 1. En se basant de cette thèse, donc, en fait, y égale y true, dans ce cas. Et donc, ça va entraîner quoi? Oméga égale à oméga. Donc là, je vais arrêter mon code. C'est l'arrêt. Et donc, en fait, on enregistre dans ce cas les valeurs de oméga i. Voilà, ce sont les bonnes valeurs et c'est l'arrêt. On arrête le code. Et puis, donc, voilà. Donc, pour prédire, donc, dans ce cas, comment je vais l'exploiter ça, c'est très simple. Je vais dire, voilà, puisque j'ai oméga i, c'est-à-dire, je veux dire, j'ai oméga 1 et oméga 2. Donc maintenant, je laisse tout à côté et je vais dire, voilà, donc Y, c'est égal à la fonction d'activation de oméga 1 x1 plus oméga 2 x2. Et voilà. Vous voyez, j'enregistre les valeurs oméga 1 et oméga 2 et je prends mon modèle, hein, ça c'est le modèle final, donc qui marche bien. Puisqu'en fait, on a fait l'arrêt que lorsque, en fait, Y true égale Y. D'accord? Mais vous allez me dire, monsieur, j'ai plusieurs Y true. Oui, donc en fait, on va venir sur ça. Donc il faut trouver le bon vecteur oméga formé par oméga i qui match tout avec tous les Y data. Donc en fait, les Y, pardon, de euh, target, en fait, voilà, les sorties, en fait. Bien. Donc, j'espère maintenant que c'est clair. Mais là, je vais revenir dessus. On va traiter un problème de classification et même un problème de régression. Mais un problème de régression, en fait, la fonction d'activation, on va choisir l'identité. Mais laissez-moi quand même construire un peu l'idée parce qu'en fait, j'aime bien vous donner une idée générale sur l'évolution donc du deep learning. Là, c'est tout au début. Donc, en fait, là, c'était vers les années 50. Donc, en fait, 1957, c'était ça, en fait. Mais avec ça, donc, vous voyez un peu intéressant là. Donc, en fait, mais il y a quand même des problèmes. Donc, le modèle du perceptron, simple et illimité. Donc, malheureusement, ce modèle est limité. D'accord? Parce que ce perceptron est un modèle linéaire, alors que les problèmes qui nous entourent ne sont pas nécessairement linéaires. OK, c'est un bon modèle pour classer deux choses linéaires, mais si les problèmes ne sont plus linéaires,
là, on ne peut pas s'en sortir. Alors, je généralise les problèmes. Donc, en fait, vous avez ici x1, x2, mais cette fois-ci, je vais rajouter le biais. Là, je vais rajouter le biais. Aussi, on peut rajouter le biais pour déplacer donc la droite de séparation, hein, donc en fait vers là-haut, en bas, etc. Vous allez me comprendre pourquoi j'ai rajouté le B, parce qu'en fait ici, en quelque sorte, ces problèmes permettent de faire que des classifications. Je reviens un peu ici, juste je vous explique un peu. Donc en fait, les problèmes de classification, par exemple, je prends deux paramètres par rapport auxquels on va classer donc nos observations. Par exemple, j'ai ici, comme ça, j'ai ici des choses comme ça. D'accord? En quelque sorte, donc, ce problème, s'il n'y a pas de biais, on va trouver une droite qui passe par l'origine. Vous allez me dire, mais comment? Vous voyez, ça c'est x2 et ça c'est x1. Et là, donc, en fait, l'équation que nous avons, en fait, quelque part ici, donc f c'est égal à oméga x1 plus oméga x2. D'accord? On est à oméga 2 x2. Donc ça, c'est la fonction d'agrégation. Et si je prends f égale à 0, c'est-à-dire au niveau du seuil d'activation, là, je veux chercher la frontière de décision. Ça, c'est la frontière de décision. J'espère que de décision. Doucement, je vais revenir aussi sur ça, hein. C'est la frontière de décision. C'est-à-dire, comment je vais chercher cette frontière? C'est très simple. Je vais prendre le f qui est égal à oméga x1 plus oméga 2 x2 et je vais dire que f égale à 0. Parce que la frontière de décision correspond en quelque sorte à f égale 0. C'est le seuil d'activation. On est d'accord là-dessus? Si vous prenez ça égal à 0, qu'est-ce que ça va me donner? x2 égale moins oméga 1 sur oméga 2 x1. Et ça, c'est une droite linéaire. De pente moins oméga 1 sur oméga 2. Donc, en fait, la pente ici, c'est donc moins oméga 1 sur oméga 2 peut être positif parce qu'en fait, je sépare les signes de oméga 1 et oméga 2. D'accord? Et ça permet de séparer des choses comme ça. Donc, en fait, des choses linéaires. D'accord? Mais si, par exemple, je rajoute un biais ici, donc en fait, ici c'est y, ça c'est f, et ça c'est la fonction d'activation. Ici, donc f, donc b, c'est le biais. F ici, c'est égal à quoi? Oméga 1 x1 plus oméga 2 x2 plus b. Et donc, si je cherche la frontière de décision, je vais dire que f égale à 0, ça me permet de trouver quoi? Donc, on fait x2 égale moins 1 sur oméga 2 fois oméga 1 x1 plus b, je pense. C'est ça. Donc, c'est ça. Et là, donc, en fait, ce B, le biais, permet, en fait, si vous voulez, de déplacer un peu, donc, en fait, la droite. Et puis, donc, c'est une droite à fil. Là, je peux trouver ça, je peux trouver autre chose. Si j'ai à séparer des échantillons comme ça, donc, c'est pas la peine d'utiliser une droite linéaire, c'est plutôt affine. Vous voyez? Donc, mais en fait, il y a quand même des problèmes. Des problèmes, donc en fait, c'est que on ne peut traiter, étudier que des problèmes linéaires. D'accord? On ne peut traiter que des problèmes linéaires de classification. Bon, mais si j'ai un problème
qui n'est pas linéaire. Donc, comme celui-là, par exemple, je fais classiquement par rapport à x1 et x2, mais cette fois-ci, j'ai un problème comme ça. Et j'ai un problème comme ça, qui n'est pas du tout linéaire. Là, on ne peut pas séparer, utiliser ça. Comment tu vas faire? Donc, c'est absurde. Le problème, c'est un problème non linéaire. Et les problèmes aux alentours de nous, donc en fait, sont dans la plupart des cas, hein, donc en fait, non linéaires. Donc en fait, le modèle proposé par Rosenblatt est formidable, mais quand même, hein, mais attention, les phénomènes autour de nous ne sont pas vraiment des phénomènes linéaires. Donc, voilà, c'est le problème posé. Et du coup, c'est le premier hiver de l'intelligence artificielle. Zéro investissement sur l'intelligence artificielle. Parce que, en fait, oui, c'est bien, Monsieur Rosenblatt, mais non. Les problèmes sont vraiment, en fait, plus complexes que ça. Alors, depuis 1974 à 1988, zéro investissement. Ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle était sur le point de mourir et de disparaître. Personne ne travaille dessus. Mais, donc, heureusement, le printemps de l'intelligence artificielle vient après. Juste après, en 1986, c'était monsieur, donc Jeffrey Hinton, qui sauve, si vous voulez, l'intelligence artificielle. J'ai dit, c'est le printemps, en fait, de l'intelligence artificielle qui commence à partir de là. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté le perceptron à deux couches. Le perceptron à deux couches. Trois neurones et deux couches. Ou bien ce qu'on appelle le perceptron multicouche. Le perceptron multicouche. Qui permet de traiter des problèmes non linéaires. Donc ça, c'est vraiment le premier véritable réseau de neurones. Le perceptron multicouche, c'était l'idée, en fait, de dupliquer les perceptrons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait x1, x2 comme entrée. Donc, en fait, donc je vais peut-être utiliser une autre couleur. Donc ici, ça c'est x1, ça c'est x2, et ça c'est oméga 1, oméga 2. Donc en fait, non, je vais changer pour faire ça. Donc là j'ai x1, x2. Donc x1 vient ici, vient ici, x2 vient ici, et vient ici. Puis le sortie vient ici, l'autre vient ici, et là c'est y. Y droite. Ça c'est y1, ça c'est y2. D'accord? Ça c'est oméga, ça c'est f1, ça c'est f2, ça c'est f3. Donc j'ai trois fonctions d'agrégation. Toujours j'ai la fonction de Heaviside, je vais travailler avec, mais il y en a d'autres, vous allez voir. Je vais traiter la fonction sigmoïde après. Alors, il y a donc en fait les poids donc, synaptiques. Donc en fait, alors, j'ai ici oméga 1, 1. Ici, ça va être oméga 2, 1.
Ça, c'est oméga, donc 1, 2. Ça, c'est oméga 2, 2. Et puis ici, j'ai d'autres coefficients, oméga 3, 1, oméga 3, 2. J'ai ici le biais B1, B2, B3. Voilà. Donc, et j'ai donc, voilà, je vais prendre ça. J'ai donc en fait la première couche, c'est la couche d'entrée. Ça, c'est la couche d'entrée. Et ça, c'est la couche, deuxième couche, couche de sortie. Ça, c'est la couche de sortie. Voilà. Donc, en quelque sorte, si je vais mettre en place les équations, donc en fait, si je vais mettre en place les équations, je vais mettre en place les équations. Attendez un peu. Ah non, je peux pas le faire. Bon, c'est pas méchant. Donc, il y a quand même, donc je vais écrire ici. Donc, nous avons pour F1, c'est égal oméga 1,1 x1 plus oméga 1,2 x2 plus B1. D'accord? Et là, donc, en fait, y1 égale à 1 si f1 supérieur ou égal à 0, y1 égale 0 sinon. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai f2 qui est égal, donc, oméga 2,1 x1 plus oméga 2,1 x1 plus oméga 2,2 x2 plus b2. y2 égale l'activation de f2, donc on fait égal à 1 si f2 est supérieur ou égal à 0, égale 0 sinon. Donc voilà, c'est ça. Et j'ai la troisième fonction d'agrégation, f3 égale, donc oméga 3,1 y1 plus oméga 3,2 y2 plus b3 et y3 égale 1 si f3 est supérieur ou égal à 0, y3 égale 0 sinon. Donc voilà. Donc ça c'est donc le travail avec perceptron multicouche. Et merci donc Jeffrey Hinton qui a sauvé la, le- donc l'intelligence artificielle. Et du coup là, ce modèle, donc ce modèle, là, il permet de résoudre des problèmes non linéaires. Des problèmes non linéaires. Voilà. Alors, comme quoi, donc en fait, je peux faire ça. Alors, je peux faire ça. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, x1, par exemple x2, et j'ai des problèmes comme ça. Donc, par exemple, un problème non linéaire, et j'ai donc des observations comme ça. Et donc, ce monsieur, il arrive à créer un truc comme ça. On arrive à séparer les choses de cette manière. Donc, avec le perceptron multicouche. Donc, on peut séparer des problèmes non linéaires.
Ça, c'est donc en fait, je reviens ici, donc en fait, avec l'arrivée, voilà, en 1986, c'est vraiment le premier véritable réseau de neurones. C'est le perceptron multicouche avec Jeffrey Hunter qui a proposé ce modèle. Donc, donc là, on peut maintenant parler de réseau de neurones artificiel, perceptron multicouche. Vous voyez, donc en fait, là, on peut vraiment parler ce qu'on appelle réseau de neurones. Par exemple, j'ai ici X1, là X2, et là, donc en fait, voilà, j'ai la première couche. Donc en fait, lui-là, il va partir un peu partout là. Donc ça, c'est F, disons F10, F11, F12, F13. Là, j'ai F20, F21, F22, F23, etc. Donc là, j'ai F30, F31, F32, F33. Là, j'ai la fonction d'agrégation, par exemple, F40, F41, et là, j'ai F50. Voilà. Et là, donc, en fait, ça continue comme ça. Donc, ils sont tous connectés. Ça, c'est le réseau de neurones. Là, donc, en fait, j'ai combien de couches? 5 couches, ou bien 3 couches, donc avec 2 couches, une d'entrée et une sortie. Voilà, donc en fait, je termine ça. Donc en fait, puis ici, il converge vers là, comme ça, puis là, puis finalement là, et là, c'est la sortie, Y50. Voilà. Mais là, la question qui se pose, comment entraîner un tel réseau de neurones? Donc, nous avons vraiment plusieurs couches, multicouches. Et là, bien sûr, j'ai oublié de mettre ici les biais. Donc, en fait, voilà, donc en fait, V10, V11, V12, etc. Donc là, la question qui se pose, comment entraîner un tel réseau de neurones pour qu'il puisse faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire trouver les bonnes valeurs oméga et bêta afin d'obtenir un bon modèle. Par exemple, moi, j'ai un dataset. Si je reviens ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, toujours, je parle premièrement des datasets, dataset X, Y. Donc, Y, je le compare avec la prédiction. X, ça vient ici, les entrées. D'accord? Maintenant, comment entraîner ce réseau de neurones afin d'arriver à déterminer le vecteur oméga adéquat qui permet donc de prédire Y égale Y tilde. Donc, ce Y égale à la valeur de Y ici. Voilà. Donc, la solution, c'est que ça ressemble un peu à ce que nous avons vu samedi. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode de back-propagation, ou bien la méthode de rétro-propagation. La méthode de rétro-propagation. Alors, cette méthode consiste à mettre, donc, à déterminer, donc, en fonction de, donc, on va déterminer une chaîne de gradients. Une chaîne de gradients. Donc, en fait, j'ai par exemple ici x1, x2. Donc voilà, là, donc en fait, c'est comme ça. Donc en fait, comme je l'ai présenté, etc., 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 etc. Hop, 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 hop. Et ça, c'est le sortie. Donc ça, c'est y final. Ça, c'est y final. D'accord? Alors, donc la chaîne de gradients qu'on va mettre en place, donc en fait, est la suivante.
Donc, rétro, c'est vers l'arrière. Donc, en fait, on va calculer ça. Donc, dérivé de y final sur d, en fait, f4. Moi, j'ai oublié de dire ça, c'est donc donc ça c'est f10, ça c'est f11, f12, f20, f21, f22, f30, f31, f32, f41. Donc, puis je calcule deuxième gradient dérivé de f4 sur d f3, puis je calcule dérivé de f3 sur df2, puis je calcule dérivé de f2 sur df1. Voilà donc une chaîne de gradients qu'il faut calculer. Et grâce au gradient, on peut donc mettre à jour les paramètres de oméga W. Voilà. À chaque couche, afin de minimiser l'erreur, la fonction coût. D'accord? Entre Y du modèle et la réponse Y true. Donc, en fait, pour cela, en fait, c'est l'idée est très simple. On va représenter en quelque sorte l'erreur ou bien la fonction coût. On va chercher quelque chose qui ressemble à ce que nous avons vu avec les régressions. D'accord? Et donc, en fait, on va chercher, donc ça c'est W. On va essayer de chercher la valeur minimale de la fonction coût et enregistrer le vecteur oméga optimal, donc en fait, qui permet de prédire les valeurs, donc en fait, de notre modèle. D'accord? Et donc là, donc en fait, en quelque sorte, on utilise l'algorithme ici de l'addition des gradients. Donc oméga égale oméga moins alpha dérivé de la fonction coût sur donc d oméga. C'est la méthode descente de gradient que j'ai présentée avant. Et donc cela permet vraiment de classer des phénomènes non linéaires avec des réseaux de neurones aux perceptrons multicouches. Ah, c'est sympa, donc en fait c'est intéressant. Donc, c'est ça, en fait, le travail. Donc, et l'apport de monsieur, donc, en fait, Jeffrey Hunter. Donc, en fait, c'est grâce à lui qu'il a sauvé, donc, l'intelligence artificielle depuis 1986. Alors, je termine un tout petit peu, j'ai pas encore terminé. Donc, en fait, l'aperçu historique de l'avancement ou bien du développement, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, en particulier le deep learning. Alors, je vous donne un bilan de tout ce que nous avons vu pour, en fait, pour les réseaux de neurones, en fait, perceptrons multicouches. Donc, vous avez le forward propagation, propagation vers l'avant. Donc, en fait, celui-là permet de faire circuler. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est l'étape 1. On va faire circuler, donc les données. Donc, de la première couche vers la dernière couche, afin de produire, réduire, si vous voulez, une sortie Y. Donc, la première chose à faire, c'est le forward propagation. Donc, en fait, partant de ces données, partant de ces données, on va faire circuler ces données jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ça, c'est la première chose à faire. Forward propagation. Forward propagation. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. Puis, nous devons calculer la fonction coût. Deuxième chose, cost function.
pour calculer l'erreur. Là, donc, en fait, c'est pour calculer l'erreur, donc, entre Y et Y true. Et puis, la troisième étape, c'est le backward propagation, ou bien rétropropagation. Rétropropagation, donc, en fait, on va mesurer les gradients, mesurer comment cette fonction, donc, Q, comme je l'ai fait avant, donc, en fait, le samedi, varie, donc, par rapport à chaque, donc, couche, d'accord? En partant de la dernière couche vers, donc, la première. Voilà. Et finalement, donc ça ressemble beaucoup à ce que nous avons fait, donc en fait avec les problèmes d'apprentissage supervisé. Il y a 4 points. Donc en fait, voilà, donc en fait le dataset, le modèle, la cost function, voilà, le calcul des gradients, la méthode de gradient de descente. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger, donc en fait chaque paramètre, corriger chaque paramètre du modèle. Corriger chaque paramètre du modèle grâce donc à l'algorithme donc gradient descente ou de la descente de gradient, de la descente de gradient que j'ai présenté avant. Voilà. Puis relancer un cycle d'apprentissage. Voilà. Je reboucle et je fais le renforcement de nouveau et je refais le calcul. Relancer. Relancer le calcul. C'est ça l'idée, en fait, comment programmer donc un perceptron multiple. Donc, mais là, donc en fait, je vais revenir en fait sur le perceptron simple, comment programmer un perceptron simple avec Python et comment utiliser d'autres fonctions donc en fait d'activation. Alors, le deep learning model, il y a donc des nouvelles fonctions d'activation. La fonction sigmoïde, ou bien ce qu'on appelle la fonction logistique. La fonction sigmoïde, donc en fait f de x, c'est égal sous cette forme. 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Et si je représente cette fonction d'activation, donc elle va me donner quelque chose comme ça. Donc ça c'est 1, et ça c'est la fonction sigmoïde. Ça c'est 0,5. Voilà. Et ça c'est une fonction très intéressante. Ça permet de passer du raisonnement combinatoire binaire au raisonnement probabiliste. Parce qu'en fait, si vous revenez ici pour la fonction Heaviside, elle retourne toujours 1. Elle ne retourne pas une probabilité d'existence. Là, donc, on fait la fonction d'activation, ici, Heaviside. Donc, elle permet de retourner que, donc, en fait, si vous voyez ici, voilà, elle ne retourne que, donc, en fait, voilà, elle ne retourne que, donc, 1. Et donc là, elle ne retourne pas une probabilité d'existence dans cette classe. Alors que, si vous regardez ici, la probabilité d'existence de cet élément dans cette classe est nettement inférieure à celui-là. Mais si je trouve un élément ici, par exemple, il est très proche de la frontière de décision, sa probabilité tend vers 0,5, 50%.
Et donc, voilà, donc en fait, la fonction sigmoïde, par ailleurs, quant à elle, permet de traiter ces problèmes. Donc, et d'où l'analyse probabiliste qui rentre en jeu. Donc, ça, c'est la fonction sigmoïde. Il y a la fonction tangente hyperbolique, donc aussi. Donc, je ne vais pas parler de ça, mais je vous donne quand même. Vous savez tous ça. Ça, c'est la fonction tangente hyperbolique. Donc, en fait, ça, c'est 1, et ça, c'est moins 1. Et donc, voilà, elle est encadrée par ces deux asymptotes, et ça, c'est la fonction. À peu près ça. Il y a la fonction rectified linear unit. Donc, au lieu d'avoir une fonction identité, donc ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, ça c'est x, ça c'est la fonction rectified linear unit. Donc, en fait, ça fait comme ça, en fait. Ah, voilà, c'est ça. Donc, en fait, f de x est égal, donc, 0 si x inférieur à 0, égale x si x supérieur ou égal à 0. J'ai oublié de vous dire pour la tangente hyperbolique. Donc f de x égale donc exponentielle x moins x sur donc exponentielle x plus exponentielle moins x. Ça, ce sont des fonctions d'activation proposées, mais aussi il y a la fonction d'activation. Il y a la fonction d'activation. Ça, pardon, la fonction d'activation identité. Et ça, c'est la fonction d'identité. Et ça, c'est cette fonction, donc f de x égale à x, utilisée, notez bien ça, pour des problèmes, qui peuvent me répondre des problèmes de, avec les réseaux de neurones. Donc, pour des problèmes de régression. Pour des problèmes de régression, on utilise la fonction identité. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, on est arrivé vers donc 1990. Donc, en fait, voilà, donc l'apparition des réseaux de neurones convolutifs, ça commence à bouger, neurones récurrents avec Yann LeCun. Donc, en fait, puis en 2012, voilà, c'est l'ère, donc en fait, c'est là qu'a commencé l'intelligence artificielle à vraiment, c'est le, donc en fait, donc les réseaux, ça commence en fait à prendre sa place et voilà, donc en fait, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Donc en fait, en 2012, c'est une compétition ImageNet qui permet d'identifier en fait la reconnaissance d'images. C'est l'ère vraiment de l'intelligence artificielle. Voilà. Ça, c'est donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en fait une synthèse de l'évolution de l'intelligence artificielle, du deep learning, depuis la Deuxième Guerre mondiale à nos jours aujourd'hui. Mais en fait, voilà, donc en fait, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Donc en fait, on va parler du perceptron simple, de l'analyse binaire vers l'analyse probabiliste et on va traiter ces deux cas. Donc en fait, en utilisant la fonction d'activation Heaviside et la fonction d'activation sigmoïde. Donc, mais voilà, donc en fait, au début, on a commencé par une vidéo. C'était sur donc en fait, le neurone biologique. Je vais maintenant vous proposer une deuxième vidéo. Est-ce que l'univers, le cerveau ressemble à l'univers? Je vous laisse regarder cette Voici vidéo. notre univers. Un réseau d'étoiles et de galaxies qui ne cesse de grandir. Et voici votre cerveau. Ils se ressemblent étrangement, n'est-ce pas? Pourquoi sont-ils si semblables?
Votre cerveau pourrait-il être une version miniature du cosmos? Ou l'univers pourrait-il en fait faire partie d'une conscience plus vaste? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si l'univers était conscient. Votre cerveau est composé de neurones, des cellules qui traitent les informations et les signaux dans tout votre corps. Entre ces neurones se trouve un réseau sous-jacent de connexions qui leur permet de communiquer entre eux. Et à la plus grande échelle imaginable, les galaxies de notre univers forment des amas avec un énorme espace de vide entre eux. Ces amas sont reliés les uns aux autres par un réseau complexe connu sous le nom de toile cosmique. L'univers et votre cerveau. Déroutant, non? Eh bien, peut-être que notre univers est beaucoup plus complexe que nous le pensions. Il pourrait être une sorte de cerveau géant. Vous pourriez vous dire, oh là là, et s'il va vraiment loin dans cet épisode. Mais nous ne sommes pas les seuls à remarquer des similitudes entre les galaxies du cosmos et les neurones du cerveau humain. Des astrophysiciens et des neurochirurgiens ont étudié ces réseaux. Ils ont découvert que le cosmos ressemble beaucoup à notre cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande bien sûr. Le cerveau est composé à 77% d'eau et la toile cosmique a environ 73% d'énergie noire. Il y a près de 69 milliards de neurones dans le cerveau et la toile cosmique pourrait comprendre au moins 100 milliards de galaxies. Ce n'est pas exactement pareil, mais on n'est quand même pas loin. Attendez, ce n'est pas tout. Les neurones et les galaxies partagent tous deux un schéma similaire. 2,5 mm de votre cerveau ressemble à 500 millions d'années-lumière d'espace. Pas mal, non? Attendez de découvrir la suite. Chaque neurone de ces 2,5 mm de votre cerveau est relié à environ 5 autres neurones. Et dans l'espace, chaque galaxie a environ 4 connexions différentes. Votre cerveau et le cosmos ne sont pas identiques, mais ils sont suffisamment similaires pour se demander si l'univers est un cerveau géant. Pourrait-il avoir une conscience? En théorie, l'univers pourrait développer une conscience, mais seulement s'il parvenait à comprendre sa position dans l'espace et dans le temps. Ensuite, il aurait besoin de comprendre comment il est relié à d'autres choses, comme vous. Vous êtes bluffé? Eh bien, l'univers n'est pas exactement comme votre cerveau. C'est beaucoup plus difficile pour l'univers d'échanger des informations entre les galaxies. Il est peut-être conscient, mais à un niveau que nous ne comprenons pas encore. Mais comment pourrions-nous comprendre la conscience de notre univers alors que nous ne savons même pas exactement ce qu'est la conscience et comment elle fonctionne? Nous savons que notre propre conscience est déjà bien poussée. Tout cela grâce à notre capacité à comprendre ce qu'est l'avenir. L'humain est l'un des rares animaux à penser à demain. À notre connaissance du moins. Mais peut-être que nous nous compliquons trop les choses. Peut-être que la conscience n'est pas une chose biologique complexe que seuls les humains possèdent. Peut-être que la conscience, c'est quand les systèmes sont liés les uns aux autres et fonctionnent ensemble. Comme l'univers. Alors oui, l'univers est conscient. Surtout si vous pensez à l'univers avec ses milliards de galaxies, des milliards et des milliards de systèmes stellaires, de planètes, de lunes. Ça, c'est une sacrée conscience. Peut-être qu'il existe d'autres univers, vivant à une échelle beaucoup plus grande, communiquant entre eux comme nous le faisons. Et peut-être qu'ils vont entrer en collision. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ?